et à toutes. Je suis Nicolas Soublet, cofondateur de Ma Bonne Étoile, et je suis ravi de vous accueillir sur cette table ronde aujourd'hui. Table ronde intitulée « Suffit-il d'éliminer le plastique pour éliminer les déchets ?» Aujourd'hui, je serai accompagné de Justine Laurent, dirigeante de Circulab, et Philippe Berthaud, dirigeant d'agence À Demain. Nous allons nous présenter et présenter notre activité. Donc moi, je suis cofondateur de Ma Bonne Étoile. Ma Bonne Étoile est une entreprise qui cherche à sensibiliser et accompagner le plus grand nombre vers un avenir sans déchets. De notre côté, nous proposons donc des innovations qui sont des contenants réutilisables, simples, ludiques et quotidiens. Tout ça au service du mieux consommer. Vous voyez quelques-uns de nos produits ici. Nous avons les 3 marques Squeeze, Feel Good et Woost qui proposent des contenants réutilisables aussi bien pour la distribution spécialisée que pour la distribution GMS. Philippe ? Alors, mettre plus peur là, voilà, je vais vous éviter l'arsène. Est-ce que ça va mieux ? Oui. Donc, À Demain, c'est une agence de territoire. On est basé en Bourgogne. Et notre objectif, c'est d'accompagner toutes les démarches des industriels, des particuliers vers le zéro déchet. On fait partie d'un écosystème qui s'appelle Ulteria, qui est créateur de valeur pour l'humain et le vivant. Et on a différentes sociétés. On a 3 menuiseries en Bourgogne, en Aquitaine et en Loire-Atlantique pour équiper tous les magasins qui sont essentiellement les magasins bio, les magasins vrac. Ça, c'est le premier écosystème d'agencement. Et un deuxième écosystème qui est l'écosystème du vrac avec une société, donc start-up À Demain que je pilote. Une deuxième société qui est Bulk & Co qui va équiper les différents magasins vrac en solutions pour, faire du retail au niveau du vrac, et une dernière société qui est WeBulk qui va mettre en relation les producteurs et les épiceries vrac. Et on vient d'ouvrir une dernière start-up située à Vannes qui est un drive citoyen zéro déchet. Donc nous, on œuvre vraiment pour éco-concevoir de nouvelles solutions, qu'elles soient digitales, qu'elles soient d'espace, qu'elles soient de contenants, au service du vrac pour faciliter le développement de la consommation vrac et zéro déchet au travers du territoire et demain plus loin que le territoire. Bonjour mesdames, je suis donc Justine Laurent, je dirige Circulab, je co-dirige Circulab. On est deux dirigeants. Circulab, c'est une agence de stratégie et un studio de design dédié à l'économie circulaire et régénérative. Et du coup, chez Circulab, on accompagne des entreprises de tout type, industrielles, TPE, PME, également des collectivités et des territoires, dans la compréhension des principes d'économie circulaire et surtout l'application de ces principes-là à travers l'activité économique. Pour ça, on fait de la formation, du conseil en stratégie et du design de produits et de services, pour faire en sorte que ces sujets soient les plus abordables possibles, les plus faciles à prendre en main et à comprendre. On a conçu un certain nombre d'outils, des canevas, des cartes à jouer, des choses comme ça, qui sont réunis dans ce qu'on appelle la Circulab Toolbox, dont une partie est en open source. Et enfin, on est une entreprise qui travaille en réseau, et donc du coup on est basé à Paris et à Nantes, mais on travaille avec un réseau de 100 experts, consultants, universitaires, designers dans 25 pays qui portent la marque Circulab et qui la déploient sur leur territoire. Et du coup, je suis ravie d'être avec vous. Merci Nicolas. Merci à tous les deux. Je vous propose, pour faire connaissance, d'utiliser le principe de la main levée et je vous invite à essayer de retrouver dans quelle catégorie vous pouvez vous trouver, et c'est juste pour mieux vous connaître avant de commencer cette table ronde. Alors, est-ce que dans la salle, nous avons des chefs d'entreprise qui souhaitent repenser leur modèle économique ? Ok. Est-ce que nous avons des salariés qui veulent faire bouger les lignes de leurs entreprises ? D'accord. Un porteur de projet qui souhaite changer le monde ? Ah, il nous en faudrait plus quand même. Un consultant qui s'enrichit pour mieux servir ses clients ? Super. Une collectivité, un institutionnel qui vient s'inspirer ? Non. Un étudiant qui veut œuvrer pour un monde plus durable ?
ou un curieux que la thématique intéresse, tout simplement. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je vous propose de commencer avec un petit quiz. Alors, selon vous, combien de planètes Terre seraient nécessaires pour subvenir aux besoins de l'humanité si nous vivions tous comme les résidents français? On continue avec le principe de la main levée, ça marche bien. Alors, réponse 0,5, 1, ou 1 plutôt, 3 planètes Terre. Gagné, effectivement, c'est bien 3 planètes Terre, sachant que si c'était les Américains, on serait plutôt à 5. Deuxième question, dans le monde, combien de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute? Alors, 10 000, 100 000, 1 million? C'est 1 million, chaque minute. Étonnant, hein? Et question 3. En France, quel est le taux de recyclage des emballages plastiques ménagers? Je parle bien du national, pas de différence entre les régions, même s'il en existe. Là, c'est la moyenne nationale. Réponse A, 25%. Ok. Réponse B, 50%. D'accord. Et réponse C, 75%. Effectivement, et malheureusement, ce n'est que 25%. À travers ces 3 questions, un constat simple, les limites de nos ressources naturelles et de notre planète. On commence à vraiment en prendre conscience sur pas mal de plans. Et notre capacité formidable à gérer les déchets innombrables qui sont en constante augmentation. Alors je vous propose qu'on se lance tout de suite. Excusez-moi. On se lance tout de suite avec une première question pour Philippe et pour Justine. Quand on voit ce constat-là, on peut se poser la question de comment on en est arrivé là aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelques déviances? Alors, comment on en est arrivé là? J'ai la dure tâche de commencer. Selon moi, il y a une... Alors, je ne sais pas trop où me mettre, j'avoue. Tu peux te mettre là. Une question de rapport au temps, notamment donc, comment on en est arrivé là, le rapport à la consommation. Et il y a un bon exemple, je ne sais pas si vous avez vu le film sur McDonald's, The Founder. Et en fait, dans ce film-là, donc c'est la genèse un petit peu du projet McDonald's. Et moi, il y a une chose qui m'a particulièrement choquée dans ce film-là. C'est au début de McDonald's, ce qu'expliquent les deux cofondateurs, c'est qu'ils disent ce qui a été le plus difficile au début, c'est de faire prendre conscience aux gens que manger dans du jetable, sur le pouce, dans leur voiture, c'était possible. Et parce qu'en fait, la première réaction qu'ils ont eue au début, c'est que les gens étaient habitués à manger dans de la vaisselle, assis à table, avec des serveurs. Et en fait, c'est la principale difficulté. Et c'est tout récent. C'est-à-dire que la question du jetable, c'est quelque chose qui est très récent et qui a été construit. Et moi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce film et qui traduit, selon moi, le rapport à la consommation, comment il a évolué. Et du coup, on y reviendra après. Il y a le plastique, certes, mais là, c'est plutôt... en fait, on n'a plus du tout la conscience du matériau. C'est juste que c'est du jetable, on mange vite, on veut faire de plus en plus de choses, on veut voyager dans de plus en plus de pays, etc. Forcément, on est obligé d'avoir des choses qui durent beaucoup moins longtemps pour pouvoir tout redécouvrir, pour pouvoir faire un maximum de choses. Donc ça, c'est le principal aspect, la principale déviance. Et du coup, ce que tu vas nous partager, c'est dans les entreprises, c'est aussi cette question de priorisation sur évidemment la maximisation, et qui dit on maximise dit le volume et du coup forcément l'usage unique. Merci. Après, comment je dirais, le rapport au temps, il y a aussi un rapport à l'argent. Je pense qu'une déviance a été de donner une valeur aux déchets. Alors ça peut être un gros mot parce que le déchet a une valeur et ça vient assez souvent d'un parallèle qui a été fait avec les ferrailleurs. Les ferrailleurs récupéraient les matériaux. Et effectivement, ces matériaux avaient une valeur et ça partait dans le recyclage. Et aujourd'hui, quand on conçoit un produit, je dirais, qui est jetable, on ne prend pas en compte le coût réel, je dirais, de la fin de vie du déchet, parce que le déchet en lui-même, une fois qu'il a fini son cycle d'usage, d'utilisation, il part sur un deuxième cycle de vie qui est un cycle de vie du déchet, qui a sa propre rentabilité économique.
D'ailleurs, quand nous achetons consommateurs un réfrigérateur, on va payer 2 euros ou 3 euros d'écotaxe pour payer quoi? La filière. Et donc ça veut dire qu'on a une dichotomie totale entre la phase de vie d'utilisation du produit et après la deuxième phase au niveau de la vie du produit qui est la phase du déchet. Et jamais ou très rarement on va intégrer dans la conception et dans le coût global du produit à sa création le coût, je dirais, d'utilisation finale et le coût de mise en déchet ou de coût de réutilisation, de coût de recyclage. Parce que ce sont deux cycles de vie complètement différents d'un point de vue économique. Et ça crée vraiment, je dirais, une déviance en termes de conception et en termes d'approche économique du produit. Et ce qui fait qu'un produit jetable, à partir du moment où on intègre très en amont un coût, quel qu'il soit, est-ce qu'il est le bon coût, pas le bon coût, ben on se dit, économiquement, moi j'ai mis 2 euros dans la timbale, ça c'est pour le recyclage, donc je m'en occupe pas. Et donc on conçoit un produit jetable, comme si on concevait un produit qui est réutilisable. Et à l'inverse, pour le consommateur final, ces emballages, eux, n'ont pas de valeur. Lui, il n'a pas de valeur parce que finalement, son emballage, ce produit, il va le mettre dans une filière. La filière va le réutiliser et se dit, ça part ailleurs. Et c'est plus son problème. D'accord. Aujourd'hui, oui, tu voulais ajouter quelque chose, Justine? Oui, juste sur la question de la valeur, c'est quelque chose qui commence à évoluer. On voit notamment avec les capsules Nespresso, entre autres. Le déchet n'a pas de valeur. En revanche, le produit qu'on achète et qui est jeté 30 secondes après l'avoir utilisé, ça c'est quelque chose dont on commence à prendre conscience de plus en plus en tant qu'utilisateur et consommateur. Et donc ça devient une frustration et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les entreprises aujourd'hui commencent à s'en préoccuper. Alors justement, quelles sont les réactions des différents acteurs, que ce soit les industriels, les distributeurs, face à ce constat quand même dramatique? Alors les réactions sont diverses, ça va dépendre des acteurs, mais il y a quand même on va dire des catégories, si on peut dire. Avec Circulab, j'ai la chance de travailler avec des acteurs différents et notamment de travailler avec la ville de Paris depuis 1 an et demi sur la sortie du plastique à usage unique. Et en fait, avec tout type d'acteurs, ce dont on se rend compte, c'est que les alternatives restent encore dans le tout jetable. C'est-à-dire qu'on en vient à dire il faut arrêter le plastique jetable, donc c'est toute la question du plastic bashing. Et en fait, on n'en vient plus à se demander pourquoi le plastique, parce qu'en fait, donc on omet complètement tous les risques sanitaires, etc. Et on est juste sur l'approche déchets. Et comme on sait très bien le faire en France, il y a une approche, l'approche principale, c'est résoudre le problème. C'est-à-dire que c'est comme quand on a mal à la tête, prends un Doliprane. Mais en revanche, si t'as pas dormi depuis 5 jours, qu'en fait t'as fait 4 soirées d'affilée et que par ailleurs t'es sorti, etc., ça c'est moins notre problème. En revanche, on va s'attaquer à l'impact lui-même. Et c'est ça qu'on va essayer de guérir. Et aujourd'hui, c'est ça qui est fait essentiellement par les entreprises, c'est-à-dire qu'on prend le déchet, et c'est exactement ce que Philippe partageait, ça reste une approche déchet. Donc soit on essaye de faire quelque chose avec ce déchet, soit on essaye de remplacer pour que ce déchet ne soit plus du plastique, mais que ce soit autre chose. Et donc du coup, on se rend bien compte qu'on fait que décaler le problème. Évidemment, et heureusement, sinon on serait pas là, et je pense que vous non plus, il y a un certain nombre d'acteurs qui se rendent compte qu'il y a des opportunités derrière à aller chercher, que ce soit économique, sur les sujets d'innovation, sur les sujets aussi de fidélisation des utilisateurs, etc., mais surtout aussi en termes d'impact, avec toutes les tendances en ce moment sur la question d'entreprise à mission, sur les questions de services, etc. Il y a quand même des petites graines qui commencent à être semées avec des entreprises de toute taille qui commencent à carrément repenser le modèle et repenser l'usage, quoi. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense qu'on peut rajouter, c'est que la notion d'usage unique, elle reste très très souvent. Aujourd'hui, on va garder un usage unique et on va se dire on a une loi, on a un règlement qui nous empêche ou qui nous limite l'utilisation du plastique. On prend par exemple, il y a un exemple qui est la paille et l'autre exemple qui est la petite fourchette, et on le voit ici même au travers de ce salon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire l'usage unique il va rester, on va changer une matière d'un plastique par un bois compressé, par quelque chose qui est soi-disant green, mais néanmoins qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter la petite fourchette qui est faite en bois pressé, et donc en termes de consommation,
de ressources en de consommation de matières premières, et bon, on est toujours au même point. C'est-à-dire qu'en termes d'usage, on a une fourchette qu'on pourrait utiliser 1000, 2000, 3000 fois, comme faisaient nos grands-mères. On pourrait avoir un kit dans la poche, on pourrait avoir plein de choses. On pourrait nous mettre un kit à l'entrée du salon qu'on réutilise à la maison. Non, on préfère, pour des raisons économiques, de soi-disant praticité, et non en voyant le cycle vie produit global, de faire un produit qui reste jetable, qui n'est plus en plastique, certes, donc c'est peut-être mieux, mais qui consomme de la matière et qui consomme des ressources premières. Alors je pense que c'est une évolution quand même qui est positive, parce que c'est un petit pas, et petit pas par petit pas, je pense qu'on prend conscience. Mais ça reste quand même de l'usage unique et du jetable. Et peut-être pour terminer là-dessus, et c'est un petit peu la conclusion de ce qu'on vient d'évoquer, c'est l'approche, elle est encore très linéaire et très analytique, et ça manque de pensée systémique. C'est-à-dire que c'est ce qu'on évoque, le bioplastique, certes, mais d'où il vient. Donc en fait, est-ce qu'en termes d'impact global, c'est vraiment intéressant ? Par ailleurs, en fin de vie, en fait, on se rend compte aussi que on a certains produits à usage unique ou pas à usage unique d'ailleurs, mais qui seront recyclables et avec des capacités de recyclage, là où on ira chercher par moment de l'alternative qui ne pourra pas être traitée parce qu'il n'y a pas d'exutoire. Et en fait, de nouveau, ça revient sur, ça rejoint ce qu'on évoquait avant sur le manque d'approche systémique. Et en fait, on prend le problème c'est le plastique. Et c'est malheureusement pas là qu'il y aura la solution. Donc je retiens finalement pas mal de solutions assez court-termistes. Aussi un peu de greenwashing au passage pour des opportunistes. Comment on distingue le vrai du faux ? Qu'est-ce qui est sincère, qu'est-ce qui l'est pas ? Est-ce que de toute façon c'est inévitable ? Est-ce que ce n'est que l'épaisseur du trait ? Comment vous voyez les choses sur le greenwashing ? Alors, pour ma part, je pense que le greenwashing, il y a deux choses. Il y a effectivement être en mesure de distinguer le vrai du faux de la part du consommateur. Enfin, le greenwashing, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on transmet un message qui est édulcoré alors que c'est pas la vérité. Mais selon moi, il y a un gros problème aujourd'hui aussi, c'est que beaucoup d'entreprises, par manque je sais pas vraiment de comprendre pourquoi est-ce que c'est plus intéressant, ou je pense que même eux se rendent pas compte que c'est pas mieux. Et nous, on s'est retrouvés dans des situations où on était face à des responsables environnement, développement durable, qui sont les référents au sein des entreprises. Et c'est pas du tout pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais qui n'étaient pas forcément au courant que ce qu'ils mettaient sur le marché n'était pas recyclé ou ne pouvait pas l'être, ou n'était pas valorisé ou ne pouvait pas l'être. Et donc du coup, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la question effectivement de qu'est-ce qu'on dit aux consommateurs et cet opportunisme regardez, nous on fait bien, on éco-conçoit, on met moins de plastique, certes, mais en fait en fin de vie c'est beaucoup plus problématique. Et par ailleurs, je pense que même de la part des dirigeants, en tout cas des acteurs économiques aujourd'hui, il y a aussi un manque de connaissances, mais aussi de curiosité vis-à-vis de ces sujets-là, qui fait qu'ils pensent que ce qu'ils mettent sur le marché c'est meilleur, ou en tout cas ils se persuadent que c'est mieux, et du coup forcément après ça nous mène à du greenwashing. Et pour, je dirais, faire un parallèle et prendre un exemple, j'aime bien les exemples. Il y a beaucoup de sociétés qui, je dirais, vont faciliter un petit peu leur conscience en se disant je replante des arbres, etc. Et n'essayent pas de comprendre le sens qu'il y a derrière ça. Et donc vont se dire j'ai planté 10 000 arbres, vont faire une belle communication, donc ok, c'est bon, j'ai compensé. Et quand on regarde un petit peu derrière, les 10 000 arbres, c'est pas pour ça que les 10 000 arbres, planter 10 000 arbres, c'est bien. Parce que 10 000 arbres, ça peut simplement réalimenter des coupes rases et faire des dégâts environnementaux qui sont complètement monstrueux. Mais il y a des organisations qui sont spécialisées dans ce domaine-là, qui en tirent un bénéfice et qui dédouanent complètement l'industriel ou le metteur sur le marché en disant moi j'ai fait mon job, effectivement je pollue, mais d'un autre côté je compense. Mais ils ne se rendent pas compte que la problématique de la compensation, si c'est pas fait avec sens, si c'est pas fait, je dirais, en allant vraiment au fond de la démarche, les défauts absolument pas bénéfiques, voire même le meilleur est pire que le bien. Merci. Donc maintenant on va se pencher sur les solutions. Et peut-être commencer par continuer à mieux vous connaître et faire un petit test sur l'économie circulaire. Pour vous, l'économie circulaire, c'est A, inconnu au bataillon. Alors surtout n'hésitez pas à lever la main, on va fonctionner toujours à main levée. D'accord. B, quelques notions. Je sais que ce n'est pas que du recyclage. D'accord. C, une bonne compréhension. Je me débrouille bien sur le sujet. D'accord.
et D, naturel. Je suis acteur dans l'économie circulaire. Non, d'accord, merci beaucoup. Je vais aller un petit peu vite. Ok, alors maintenant on va se pencher donc sur les solutions. Et une première question, vous avez vu dans ce petit questionnaire le mot recyclage. On a vu tout à l'heure que le taux de recyclage en France est très faible. Pas catastrophique non plus par rapport à d'autres pays où c'est encore plus faible. Est-ce que améliorer le taux de recyclage pourrait être la solution ? Je m'écarte tout de suite pour faire attention à vos oreilles. Alors ça c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que tout le monde se dit je vais recycler. On a les points verts, les points éco-verts, les points ci, les points ça. Alors dans le fond, il vaut quand même mieux recycler que de jeter dans les décharges comme on avait précédemment. Donc on peut se dire c'est un côté positif. Mais si on regarde un petit peu plus la filière, et là on a encore un problème, je dirais purement d'une approche économique. Et il y a eu, je crois que c'est semaine dernière, un très très bel reportage sur une de nos chaînes nationales justement sur le recyclage en région parisienne, où le business de la collecte du recyclage, que l'enjeu c'est déjà de collecter, est tellement important que lorsque les sociétés qui sont que des sociétés privées, dont je dirais le nom, vont faire les collectes, pour un souci d'efficacité, parce qu'ils ont des nombres de conteneurs à collecter par jour, par semaine, par heure, etc., vont mélanger dans la même maine dès en amont le produit que nous on s'est amusé à bien séparer avec les ordures ménagères. Et tout ça pour pouvoir respecter leur contrat qu'ils ont passé avec la ville de Paris, mais ça doit sûrement exister à Toulouse, etc. Donc déjà très très en amont, vous avez déjà un souci. Et après, quand on va un petit peu plus loin, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des plastiques que l'on collecte aujourd'hui, on a beaucoup de mal à les recycler, à les séparer. Donc il y a un énorme business qui est fait, et là encore c'est une histoire économique. Il est beaucoup plus rentable d'utiliser les conteneurs retour de Chine, parce qu'un conteneur qui vient de Chine en Europe, c'est 3 000 €. Par contre, vous avez tous les conteneurs, ils viennent en Europe, quand ils repartent à vide. Et quand ils repartent à vide, vaut mieux les remplir de quelque chose. Donc un conteneur retour, ça coûte pas grand chose. Donc on les bourre de nos poubelles. Donc nos plastiques vont dans les conteneurs, vont dans certains pays asiatiques à faible coût de main d'œuvre et des produits, je dirais des pays, en développement, sont triés plus ou moins, sont brûlés et vraiment on a une catastrophe environnementale. Et en plus au niveau du recyclage, même si le plastique était recyclé, à un moment donné on ne peut pas le recycler pour l'usage pour lequel il était prévu au départ. À chaque fois que vous recyclez un plastique, vous le dégradez en termes de propriété. Et le plus mauvais du plus mauvais, c'est les plastiques noirs. C'est pour ça que les films noirs sont pas chers, c'est pour ça que les pare-chocs de voitures sont noirs, parce que c'est le plastique qui a, je dirais, été le plus dégradé en termes de propriété dans sa durée de vie. Donc je dirais que recycler c'est bien, mais recycler c'est pas la solution. Donc c'est une solution parmi tant d'autres, mais aujourd'hui la France et beaucoup de pays misent énormément sur le recyclage. Il y a des milliards d'euros sur le recyclage qui se dépense et les grosses multinationales se sont rachetées les unes aux autres et il y a un énorme business du recyclage. Alors il y a des choses intéressantes. Moi j'ai visité le recyclage des réfrigérateurs. Je peux vous dire c'est une industrie de pointe maintenant et qui est un truc vraiment exceptionnel. Mais ça ne peut pas s'appliquer à tout et ça peut surtout pas s'appliquer au plastique d'un point de vue global. Pour compléter, il y a le est-ce que le recyclage est la solution et le comment on recycle. C'est-à-dire que si on recycle sans repenser, en continuant à vendre autant, donc dans la mesure où on recycle pas pour refaire le même produit après, finalement en fait ça finit par jamais s'équilibrer. Et la deuxième chose, c'est que vous avez certains pays, par exemple au Paraguay, ils ont un taux de collecte qui est absolument super. Sauf qu'ils n'ont aucune usine, ils n'ont pas les capacités pour recycler sur le territoire. Donc en fait, ils exportent tout et ils réimportent que des produits à partir de plastique vierge. Donc en fait, il y a aussi cette question de nouveau de relativiser par rapport au contexte du pays, au contexte également des produits qui sont mis sur le marché, etc. Un exemple là-dessus, pourquoi le recyclage n'est pas la solution, enfin en tout cas ne l'est pas toujours, et de recontextualiser. Jusqu'en 2018, 95% des plastiques collectés en Europe étaient envoyés en Chine pour valorisation, donc recyclage essentiellement. Sauf qu'en 2018, la Chine a décidé de fermer ses frontières pour l'importation de déchets, plastique, papier, etc. Donc elle voulait pas être la poubelle du monde. Et du coup, donc sur cette base-là, quand on a investi des millions et des milliards d'euros pour faire une bouteille qui soi-disant
est recyclable et qu'en fait on dépend à 95% d'un pays à l'autre bout du monde, et ben c'est là qu'on se retrouve que la solution qui nous paraissait la plus facile en termes de je n'ai pas à changer mon modèle, je n'ai pas à changer ce que je mets sur le marché, et ben en fait ça finit par nous coûter de l'argent et ça finit aussi par un enseignement de conséquences, notamment géopolitiques, etc. Donc ça c'est quelques éléments de réponse, donc toujours recontextualiser, parfois ça peut l'être, mais c'est pas toujours la bonne réponse, notamment en France. Peut-être un autre élément sur lequel je suis pas intervenue, que j'ai pas abordé avant, c'est la question du matériau. C'est-à-dire que quand on est sur du recyclage du plastique, en fait, si vous prenez une ligne droite, disons que vous avez une ligne droite qui va faire la taille de mon bras, qui va être la durée de vie du plastique, du matériau plastique. Le plastique est un matériau qui a été conçu pour durer très 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 longtemps. C'est pour ça que quand on le met dans la nature, il ne se dégrade pas facilement et qui met beaucoup 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 de temps. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si ce bras-là, c'est toutes les vies qu'on peut donner au plastique, et ben en fait, si on est sur du recyclage, en gros, vous allez faire des cycles qui sont l'équivalent de mon ongle, quoi, et vous allez faire ça sans cesse. Donc ça veut dire que vous passez à côté de toutes ces opportunités-là. Donc c'est un peu idiot, parce que du coup ça veut dire qu'il y a plein d'autres opportunités à partir de ce matériau à côté desquelles on passe. Et avec le recyclage, en fait, c'est une boucle sans fin, on recycle. Donc déjà ça rentre dans un nouveau cycle parce que c'est pas le même produit. Et par ailleurs, eh bien en fait, on décorrèle complètement. Il y a un non-sens entre quel matériau on utilise et pour quel usage. Donc en fait, si on est sur un usage très court-termiste, parce qu'effectivement quand je bois de l'eau, en fait c'est inconsommable, donc j'ai plus besoin de la bouteille. Si réellement on veut être dans de l'usage unique, dans ces cas-là, prenez un matériau qui va se dégrader à l'issue de l'usage. Ne prenez pas un matériau qui est fait pour durer très 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 longtemps. Et le recyclage, du coup, c'est l'anti-solution, parce que du coup, ça ne prend pas du tout en considération ce non-sens entre l'adéquation matériau et l'adéquation usage. Et c'est pareil pour le verre, pardon, parce que le recyclage, c'est pas que le plastique. C'est le verre aussi, en l'occurrence, l'équivalent, en termes d'impact environnemental au global, donc on a le CO2, la consommation d'eau, etc. Recycler du verre, c'est bien plus néfaste que recycler du plastique si on est sur une durée de vie, un usage qui est le même, quoi. Donc la question du recyclage, c'est pas que le recyclage du plastique, c'est tout type de matériaux. Un produit en verre, il sera intéressant en termes d'impact environnemental s'il est réutilisé. Alors c'est bien parce qu'on commence à voir poindre les solutions. En entendant parler du recyclage. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut proposer pour changer de paradigme, aussi bien aux consommateurs que nous sommes qu'à tous les autres acteurs de l'économie? J'y vais. Alors je dirais qu'il y a plusieurs endroits où on peut agir. La première chose, c'est le produit lui-même. Donc ça rejoint ce que j'évoquais avant sur le choix du matériau, sur le choix du contenant. Donc déjà, est-ce que j'ai besoin d'un contenant? Si oui, est-ce que le matériau que j'utilise c'est le plus adapté par rapport à l'usage, etc. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-conception, mais de nouveau qui doit être à chaque fois recontextualisé, parce que sinon on en vient à des fausses bonnes idées. Donc ça c'est la première chose. Après il va y avoir la question de l'usage. Donc comment est-ce qu'on s'assure qu'on va multiplier les usages, qu'on va pouvoir permettre le réemploi, la réutilisation, etc. Sauf que beaucoup d'entreprises vous diront oui, mais du coup si je fais ça, je vais vendre moins, du coup ce sera plus rentable. Oui, en fait, tu vendras moins. Sauf que ça ne veut pas forcément dire que tu iras, que ton entreprise va mourir, pour la simple et bonne raison qu'il va falloir penser à ce qu'on appelle de nouveaux modèles économiques. Donc du coup, le serviciel, l'économie de fonctionnalité, donc vendre l'usage plutôt que la propriété. Et en fait, si on n'associe pas la conception du produit avec un nouveau design de l'usage, avec un nouveau modèle économique, ça ne fonctionnera pas. Donc effectivement, si mon modèle économique il est basé sur vendre plus en plus grande quantité à encore plus de gens, et qu'en parallèle, j'essaye de faire des choses qui soient réutilisables, ça ne pourra pas fonctionner. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce triptyque du produit, de son écosystème, mais aussi du coup du modèle économique, et il y aura l'usage du coup autour de ça. Et c'est là-dessus qu'on voit beaucoup de solutions. Donc évidemment il y a tout ce que propose Ma Bonne Étoile, il y en a plein d'autres ici, et qui associent à chaque fois le qu'est-ce que j'ai. Si on en vient sur les contenants, c'est le contenant, et qu'est-ce que je mets derrière pour que ce soit rendu possible, donc du serviciel, de la consigne, etc. Vous avez aussi tout ce qui est emballage. Aujourd'hui, tous nos produits sont emballés pour très très souvent, je dirais, travailler sur la supply chain amont, servir les magasins, donc les retailers, et après vous avez la vie entre le retailer et le consommateur. Et qu'est-ce que vous faites en arrivant? Vous prenez l'emballage, vous l'ouvrez, vous le mettez à la poubelle.
Et donc on peut réfléchir au cycle de vie d'un produit en se disant que très très en amont, je pourrais peut-être massifier, je pourrais peut-être avoir des contenants qui soient des contenants avec des boucles retour. À cette condition-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir des contenants qui soient standardisés, qui soient homogénéisés, pour pouvoir faire des boucles retour courtes, parce que ça sert à rien de faire, voyager des contenants vides sur des kilomètres et des kilomètres. Donc là, il faut repenser les industriels. Donc là, vous avez des enjeux, je dirais, qui sont assez forts, parce que vous avez des enjeux marketing, vous n'avez plus d'espace de communication, donc il faut réinventer les espaces de communication. Et après, au niveau de la distribution, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire une distribution packagée lorsque c'est possible. Ce n'est pas toujours possible, il y a quand même des problématiques des fois d'hygiène, des problèmes sécuritaires. Vous avez peut-être 80 ou 70% des produits que l'on pourrait vendre sans packaging. Et après, dans l'utilisation que l'on a d'un point de vue domestique, il faut aussi avoir la capacité à créer des produits, à créer des contenants qui soient là encore standardisés pour faciliter la vie du consommateur. Parce que le consommateur, la plupart, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche de la facilité. On sait bien que l'être humain, entre une solution, je dirais, facile et compliquée, il aura tendance à vers la solution de la praticité. Et donc, il faut lui faciliter la vie pour qu'en termes d'usage, entre un produit qui a un emballage jetable et un produit qui a un emballage qui n'est pas jetable, ou alors sur un produit vrac, que ce soit aussi facile pour lui. Et l'autre point qui, pour moi, est vraiment très très important, c'est qu'il faut se méfier des notions, en particulier des analyses de cycle de vie, qui sont communément utilisées pour pouvoir justifier, je dirais qu'un produit, qu'un emballage, etc. est plutôt bon parce qu'on l'a justifié par une méthode purement théorique, mathématique, etc., etc. Mais simplement, suivant ce que l'on rentre comme une hypothèse à l'intérieur, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire dire à votre système, qui est simplement un algorithme, soit blanc, soit noir. Et donc, tous ces systèmes aujourd'hui qui permettent de qualifier, de quantifier, etc. sont à revoir parce que les bases, je dirais, de calcul ne sont pas les bonnes parce qu'on ne travaille pas sur l'usage, on travaille essentiellement sur le produit, une fonctionnalité court terme et non pas l'usage que doit en faire le consommateur. Merci. Le rôle des gouvernements dans tout ça ? Le rôle des gouvernements. Alors, j'aime bien les questions de triptyque. Donc, c'est ni la faute du consommateur, ni la faute de l'entreprise, ni la faute des gouvernements. C'est un peu la faute de tout le monde. Comme ça, on met tout le monde d'accord. Les gouvernements et les institutions, selon moi, et de par l'expérience qu'on en a avec les acteurs économiques, ils sont là pour donner des repères. Donc, du coup, des priorités, des orientations, également un cadre réglementaire. Donc c'est important parce que l'entreprise aura tendance à se servir du coup de ces repères-là pour prioriser, pour voir où est-ce qu'on va et pour s'intégrer sur son territoire. En revanche, prudence, il ne faut pas que ce soit l'unique ligne directrice, on va dire, parce que sinon on le fait parce qu'on nous a demandé de le faire et du coup on oublie tout ce qu'on a mentionné avant avec Philippe, c'est-à-dire quelle place on souhaite donner à l'activité économique et pourquoi est-ce que je fais les choses. Et en fait, une entreprise qui va le faire uniquement parce que c'est obligatoire, elle le fera pas pour les bonnes raisons et dans 10 ans on va se rendre compte qu'il y a d'autres choses qui sont encore plus néfastes et du coup hop, rebelote, on ira. Donc voilà, les gouvernements sont là pour réguler, pour donner des points de repère, pour inciter, mais il ne faut pas qu'ils soient là de la même manière que on parlait des outils d'analyse du cycle de vie, etc., pour être l'unique critère de décision voilà. Philippe, tu vois? Moi, je suis en phase. Moi, je crois pas du tout au gouvernement qui va résoudre tous nos problèmes. Je pense que c'est nous, consommateurs, qui devons nous prendre en main. On peut créer des associations, on peut créer des collectifs, je dirais, pour alimenter des organes et remonter de l'information pour faire en sorte de changer les paradigmes. Donc, l'État, le gouvernement doit inciter, doit porter des cadres réglementaires. Des fois, comme ils ont fait par exemple sur la consommation vrac, clairement, ils vont imposer 20% des surfaces de vente qui vont être dédiées au vrac d'ici 2030. Ça, c'est clairement un acte fort, mais cet acte fort, il vient de quoi ? Il vient, je dirais, d'une prise en main des citoyens et qui ont remonté cette information-là. Donc c'est bien nous, citoyens, qui devons, pour moi, être acteurs un peu de notre futur, et le gouvernement doit nous aider à aller sur ce sujet-là. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, si j'en reviens à l'exemple de la ville de Paris, donc il y a une ambition au niveau national qui est la sortie du plastique à usage unique d'ici 2040. La ville de Paris a décidé de mettre une échéance à 2024 avec les Jeux Olympiques.
Et en fait, on s'est rendu compte que les acteurs qui étaient aujourd'hui quelque part les plus volontaires et ceux qui avaient les solutions les plus intéressantes, c'est ceux qui avaient déjà commencé à s'intéresser à ça. Et c'est pas ceux qui ont commencé à s'y mettre quand on a dit en fait ce sera 2024 et pas 2040. Et donc et en fait le fait d'avoir l'échéance 2024, ça aide, ça facilite, ça donne encore plus d'arguments pour que les entreprises soient, on va dire, rassurées sur je n'y vais pas pour rien, parce que du coup derrière ça va suivre, mais il faut pas que ce soit l'élément déclencheur, quoi. D'accord, très bien. Avant de passer à la séance de questions-réponses, j'ai moi-même une petite question pour vous. C'est une petite question clin d'œil. À votre avis, quelle alternative à la gourde de compote à usage unique est la plus vertueuse ? Est-ce que c'est une gourde recyclable ? Donc on va toujours garder le même principe de main levée. Une gourde réutilisable. Une gourde compostable. Ok, donc il y a juste une personne qui n'a pas très bien suivi. C'est une gourde effectivement réutilisable puisqu'on veut qu'elle dure le plus longtemps possible. Et c'est maintenant le moment de vous laisser la parole pour vos questions et on va faire le maximum pour y répondre. Une petite conclusion ? Allons-y. C'est juste un dernier mot. Ouais. Je pense que toutes ces questions-là, elles sont étroitement liées à si moi je mets sur le marché un produit, quelle valeur je souhaite donner à mon produit. On a travaillé avec une entreprise du sud de la France qui vend de l'eau naturellement gazeuse et qui la mettait dans des bouteilles en plastique à usage unique. Et en fait, en faisant le travail, en s'interrogeant justement sur la notion de déchet, elle s'est rendue compte qu'aujourd'hui, avec cet emballage à usage unique, il n'y avait plus du tout de valorisation du contenu, en fait. Et du coup, nous, on vous invite, quand vous en venez à travailler sur ces enjeux-là, c'est quelle valeur vous souhaitez donner à ce qu'il y a dedans. Donc là, parce qu'on parle des contenants notamment, à ce qu'il y a dedans. Et en fait, ça permet de re-questionner, toi, en tant qu'entreprise, est-ce que tu es un distributeur de contenants ou est-ce que tu es quelqu'un qui met sur le marché quelque chose d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue gustatif, d'un point de vue, je sais pas... en tout cas, ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est ça, ce sur quoi tu souhaites te différencier, ou est-ce que c'est la marge que tu prendras sur le contenant, quoi. Et du coup, ça invite les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les dirigeants, redonner de la valeur à ce que vous savez faire et à ce que vous mettez sur le marché, et c'est ce qu'il y a dedans. Et moi, je crois beaucoup à la politique des petits pas. Vaut mieux faire quelque chose aujourd'hui que ne rien faire. Et même si ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas génial. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions d'image. Et je prends l'exemple de la petite bouteille de Perrier. La petite bouteille de Perrier, quand elle est consommée dans un bar, elle est retournée en usine. Son taux de réutilisation, c'est 7 fois en moyenne. Quand vous la consommez, la même petite bouteille de Perrier chez vous, elle part au recyclage. Pourquoi ? Et je pense que nous, en termes de consommation, en termes de consommateurs, on doit avoir cette capacité-là à mettre la pression sur les industries. Et après, vous savez, les industriels, c'est du business. Donc, et je vous l'apprends pas. Donc, quand l'image va commencer à être écornée, là, très très rapidement, ils sont capables de pivoter. Et ils sont capables, je dirais, de changer complètement et de se dire, finalement, il y a quelque chose qui a plus de valeur que de jeter. Et donc, repensons et aidons les industriels à repenser l'usage lorsqu'ils conçoivent des produits. Merci à tous les deux. Je vais maintenant me tourner vers la salle pour recevoir vos questions et je vous passerai le micro pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, bonjour, moi j'étais pas là au début de la conférence. Pour un industriel, l'intérêt numéro 1, son objectif, c'est de produire, c'est de vendre. Vous, votre solution, c'est qu'un produit perdure le plus longtemps dans le temps. C'est contre-rentable en fait pour une entreprise. Donc comment vous pouvez comment répondre à ça, voilà. Tu commences ? C'est ce que j'expliquais, dommage, vous n'étiez pas là au début, mais c'est pas grave. À aujourd'hui, il y a 2 cycles de vie, et d'un point de vue économique. Vous avez à la conception, et tout à fait d'accord, business is business, et donc aujourd'hui, il y a plus de rentabilité à jeter, tout simplement parce que à la création du produit, on va mettre un petit sou dans une tirelire en disant avec ça, je paye une filière de recyclabilité. Et ce petit sou, en vérité, fait que vous avez, quand le produit est jeté, un deuxième business qui commence à apparaître et qui est monstrueux, qui est le business du déchet. Donc le jour où on cassera ce paradigme, on cassera cette séparation, on fera en sorte qu'on conçoive en coût global, en intégrant le véritable coût de la filière, et là, à la création,
vous allez vous dire, bah ouais, je fais un produit jetable, mais le produit jetable, à partir du moment où il est jetable, je dois payer 20%, 30%, 40%, qui est le coût réel du déchet, parce qu'honnêtement, à aujourd'hui, on n'est pas du tout dans les coûts réels, et je pense qu'à ce moment-là, vous allez changer un petit peu le point de vue économique. J'espère que je réponds à votre question. Et l'autre chose, effectivement, qu'on a plutôt évoqué au début, c'est... Enfin, moi, je retournerai à la question, l'objectif de l'industriel, c'est d'être rentable ou c'est d'être viable le plus longtemps possible ? Si son objectif, c'est d'être rentable à très court terme, alors c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, il vendra moins. En revanche, si son objectif, c'est de réduire les risques marchés, c'est de faire en sorte que quand il y a l'inflation des matières premières, comme c'est le cas en ce moment, il soit le moins impacté possible et qu'il puisse continuer à faire fonctionner son activité économique, et ben là, ce type de solution, ça lui permet d'être beaucoup plus résilient, c'est-à-dire à faire face au choc de manière beaucoup plus forte que s'il était uniquement dans la dépendance à un matériau, à vendre toujours la même chose et être sur du volume. Donc en fait, il est évident, et c'est ce qu'on évoquait, que cette question du produit, elle est étroitement liée au modèle économique. Et en fait, c'est aussi pour ça, et il y a des consultants par ici, que quand on aborde ces sujets-là, on va aussi questionner la question du comment vous le faites. Et en fait, quand on en vient à du réemployé, du réutilisable, etc., peut-être qu'il y aura moins de consommation de ressources, peut-être que vous allez économiser de l'eau, peut-être que vous allez revendre des surplus. Donc en fait, c'est une logique d'ensemble, et c'est tout ça qui fera que ce sera plus viable. C'est pas effectivement juste l'alternative de je remplace l'usage unique par du réemployable. Et il y a des industriels qui l'ont fait, c'est-à-dire que sur la question du plastique, les fournisseurs d'emballage, ils vous diront « Ah bah oui, mais nous, le plastique, ça fait 50 ans qu'on en fait. Avant ça, on faisait du papier, tout se passait très bien. » Donc, il y a aussi quelle est l'échelle temps et quand on dit « c'est tout ce qu'on sait faire », bah, on disait aussi ça il y a 50 ans quand on faisait autre chose. Voilà. Oui, et heureusement, les choses évoluent. On pourrait prendre l'exemple justement des gourdes de compote. Les gourdes de squeeze, elles ont été créées il y a maintenant 7 ans. Lorsqu'on allait voir les chefs de rayon dans les magasins, je peux vous dire qu'effectivement, proposer du réutilisable à l'époque qui allait moins tourner, moins se vendre que des compotes à usage unique, que des gourdes de compote à usage unique, c'était pas forcément évident. Aujourd'hui, on fait le bilan, on est en 2021, on a vendu plus de 2 millions de gourdes réutilisables, ce qui, au global, a permis d'épargner à la planète le rejet de près de 100 millions de gourdes à usage unique, si on part sur une hypothèse de 50 réutilisations. Alors vous allez me dire, ok, 100 millions, c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas suffisant par rapport aux 900 millions qui sont rejetés juste en France chaque année. Mais c'est déjà mieux que rien, et on avance, et les choses évoluent, et grâce aux consommateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Peut-être là-bas. Non. Pas de questions. Oui. Ça sera peut-être un petit peu une question ouverte, mais le problème qu'on peut avoir actuellement, c'est que le consommateur pense à des fausses bonnes idées quand on parle d'éco-conception, parce que c'est ce qu'on lui a marketé, c'est ce qu'on lui a appris. Comment est-ce qu'on peut réussir à communiquer justement aux acheteurs que ce qu'on voit dans les rayons et qu'on nous vend comme étant bien, peut-être que ça ne l'est pas vraiment, et comment on apporte toutes ces informations qui sont très complexes en fait. Tout le monde n'a pas le temps de se poser cette question quand on achète un paquet de pâtes. On ne réfléchit pas à tout ça, c'est peut-être un peu trop ouvert comme question, mais c'est quoi les pistes selon vous, par quoi on passe en fait, pour communiquer et que les acheteurs puissent faire des bonnes décisions? Non, c'est juste, dans la question, il y a acheteur, et ça rejoint ce qu'on disait, l'acheteur consommateur et l'acheteur entreprise. Et ça rejoint un peu ce qu'on a commencé à évoquer sur le greenwashing, c'est-à-dire que ça vient d'un message qu'on veut transmettre aux consommateurs, mais ça vient aussi du fait que les acheteurs, il y en a dans les entreprises, et même eux n'ont pas forcément ni le temps, ni conscience, etc., de tout ce qu'il y a. Alors, j'ai pas une réponse spécifique, je pense qu'il y a la question des... Alors, la question des labels, ça rejoint ce qu'on disait sur l'ACV. On peut très bien décider d'y mettre un petit peu ce qu'on veut et de payer, etc. En revanche, je pense qu'il y a peut-être des points de repère. La transparence, ça en est un. Donc, les labels, c'est une chose, ça dépend lesquels. En tout cas, la transparence, je pense, de la part des entreprises qui mettent sur le marché, ce sera pas dire c'est mieux ou c'est moins bien, parce que là, bon, déjà c'est une opinion, par rapport à quoi, tout est relatif, mais l'autre chose c'est juste d'apporter une transparence qui permettra à l'utilisateur de se faire sa propre opinion, donc ça c'est peut-être un premier élément. Après il y a la question effectivement des repères, donc que ce soit
EcoScore, Nutri-Score, label, etc. Et autre chose. Et puis après, je pense qu'il y a aussi tout le travail qui est en train d'être fait sur... donc il y a certaines villes, la ville de Roubaix, la ville de Paris, dans le 94, on en avait plein aussi, qui travaillent sur les familles zéro déchet. Donc c'est aussi tout simplement re-questionner, sans forcément chercher à acheter le meilleur produit ou à toujours être... parce que sinon on s'en sort pas et ça peut être assez stressant. Mais en tout cas, plus être dans en revenir à de la sobriété. Et je pense que ça, c'est pas comment on communique auprès du consommateur, mais c'est... alors ce serait peut-être pas les entreprises qui travailleront là-dessus, mais comment est-ce que le consommateur, on vient à se poser les questions de choix de est-ce que vraiment j'en ai besoin, est-ce que voilà. On réduit déjà, je pense. Alors j'avoue qu'à l'énoncé de la question, j'étais un peu sec, donc j'ai dit bon, vas-y, tu réponds. Ça m'a permis de réfléchir, donc merci. Et puis après, j'ai fait le parallèle avec C'est qui le patron, où finalement, pendant des années, on a dit les agriculteurs sont mal payés, le lait n'est pas bien payé, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un collectif qui s'est monté, qui est sous l'égide de C'est qui le patron. Et finalement, ce sont des consommateurs qui vont définir des cahiers des charges. C'est des consommateurs qui vont définir le juste prix de la rémunération et qui, finalement, ça s'est imposé aux retailers. Et le prix est clairement affiché sur le produit. Le retailer peut pratiquer le produit, le même prix ou pas le même prix, mais je crois beaucoup à la transparence. Et s'il y a transparence qui est faite au travers des organismes officiels, au travers, je dirais, de Nutri-Store, etc., on aura toujours un doute. Parce que ce sera un truc qui sera assez compliqué, qui sera avec du lobbying, etc. Donc je pense plutôt à des collectifs, à des gens qui arrivent, je dirais, à s'unir. Alors, c'est pas simple, c'est facile à dire, pas si simple que ça à faire, mais à s'unir pour créer un collectif et se dire, on se prend en main et on va définir les cahiers des charges, on va définir nos référentiels. Et alors, ce sera un petit pas. On va peut-être traiter que 0,5%. Mais 0,5% c'est mieux que plein de choses, et petit à petit les 0,5% on s'aperçoit que ça prend un peu de l'ampleur. Ce serait ma contribution, aussi faible soit-elle. Comme quoi, s'écouter, ça nous donne des idées. Et je pense qu'il y a autre chose en fait, on voit beaucoup que les produits qui se vendent tout seuls, que les produits parfois les plus intéressants, que ce soit environnementalement parlant, d'un point de vue désirabilité, d'un point de vue esthétisme, ce qu'on veut, ils se vendent tout seuls, on n'a pas besoin de communiquer. Donc il y a aussi, ça rejoint la question aussi de la transparence, mais quelque chose qui est bien conçu, c'est-à-dire qui donne envie, qui va être positif d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Ça se trouve, on n'aura même pas besoin de communiquer parce que ce sera quelque part évident, et le consommateur, bon déjà, on n'arrivera jamais à trouver une solution universelle parce qu'il y en a qui vont avoir ce choix en fait, et c'est pas toujours le cas, et les critères d'achat seront complètement différents, donc il n'y a pas une manière de communiquer. Mais en revanche, c'est d'arriver aussi, ça rejoint, on a beaucoup d'offres bio autour de nous, cette question de à qui on s'adresse et comment on arrive aussi, c'est pour ça qu'on en revient encore une nouvelle fois à la question des modèles économiques, mais à mettre des choses sur le marché qui soient peut-être accessibles au plus grand nombre, que ce soit d'un point de vue du coût, d'un point de vue de l'usage, et donc peut-être que la communication, elle ne sera pas si nécessaire que ça en fait. Merci à tous les deux. Une dernière question ? Oui. Oui, bonjour. Moi, j'accompagne un petit peu des entreprises dans une association d'entreprises bio. Et là, les transformateurs, ils sont un peu confrontés à la réglementation qui va changer, et ils cherchent des alternatives au plastique. Effectivement, leur premier réflexe, c'est souvent de chercher un autre matériau. Donc, ils veulent garder le même pot, la même boîte, mais juste changer de matériel. Là, vous proposez de réfléchir plutôt à des changements d'usage, de passer sur des services, etc. Mais justement, eux, leur métier, c'est de faire de la nourriture, de faire des yaourts ou du fromage, des choses comme ça. Et là, on leur demande... je vois pas bien comment ils peuvent... ils produisent de l'alimentation. Je vois pas bien quel usage nouveau ils peuvent inventer. Et certaines filières, ils vont être un peu obligés d'accompagner avec un emballage jusqu'à un moment donné. Notamment, je vois sur les produits frais pour des régions d'hygiène, de qualité sanitaire, etc. Et moi, par ailleurs, je trouve assez surprenant, on leur demande de devenir des experts de ces sujets, alors que leur travail, c'est d'être un expert du yaourt ou du fromage, pas d'être un expert du matériau, de l'emballage, de sa recyclabilité, de son cycle de vie, etc. C'est vraiment un gros défi, moi, je trouve, pour les acteurs de l'agroalimentaire,
ces sujets-là. Et j'ai du mal à imaginer les nouveaux usages en sortant bien sûr du mono-usage, du jetable, etc. Mais là, on est sur des emballages de produits alimentaires. Enfin, il y a une partie des choses, j'ai l'impression qu'on va avoir du mal à s'en passer, sauf à revenir. Chacun va avec sa petite bouteille chercher un pot de lait à l'épicerie, mais ça, je suis pas sûre qu'on y revienne. Enfin, et puis ça pose des questions, je trouve, c'est les consommateurs qui doivent changer, donc ça sort. C'est pas l'entreprise, elle a du mal à être acteur sur le changement de mode de consommation des consommateurs. Enfin voilà, je trouve c'est un sujet très complexe. On va laisser la dame parler. Alors il y a beaucoup de questions. En fait, il y a un bout de réponse dans votre question. Vous l'avez dit, leur métier c'est de produire des yaourts. Vous n'avez pas dit leur métier c'est de vendre des emballages. Donc déjà, à partir du moment où je produis des yaourts, mon objectif c'est de mettre sur le marché des yaourts de qualité, bons, bio, naturels, voilà. Donc en fait, ils se sont imposés et par les biais du marché, etc. Mais la réponse elle est là, c'est-à-dire que ton métier c'est de mettre sur le marché des yaourts ou des boissons ou ce qu'on veut. Donc il y a 1000 moyens de le faire. Il y a les personnes, on les aide à fabriquer les yaourts chez eux. Et en fait, je leur mets à disposition une recette, je leur mets à disposition un savoir-faire, je leur mets à disposition des produits. Les personnes, on va leur permettre d'aller chercher le yaourt et du coup, les questions de réemployer, de consignes pour réemploi, etc. À Paris, vous avez aussi des personnes qui fabriquent les fromages, les yaourts, etc. sur place. Ça se fait aussi dans la lessive, ça se fait dans tous ces... Donc en fait, il n'y a pas une manière de faire. Donc ça rejoint ce qu'on disait, la question d'échelle aussi. C'est-à-dire que si ce que je veux, c'est vendre le même yaourt partout en France, partout dans le monde, de la même manière, on aura peut-être plus de difficultés. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une logique, même si c'est de l'industriel. En général, on en vient à, et c'est ce que tu disais, il n'y a pas de petits pas, à y aller petit à petit et à adapter le mode de distribution au contexte et au marché sur lequel on est. Mais selon moi, vraiment le point important, c'est aujourd'hui, on en vient à dire... c'est pas des experts du matériau, mais non, c'est des experts des yaourts. Alors si c'est des experts des yaourts, probablement qu'ils pourraient trouver beaucoup de moyens de mettre à disposition ces yaourts aux utilisateurs finaux. J'ai pas grand chose à rajouter, c'est qu'évidemment ils le feront pas tout seuls. Je pense qu'il n'y a pas une solution, une seule réponse, c'est différente. Je vais m'écarter. Il y aura différentes solutions, comme ça a été évoqué. Et après, le plastique, moi je le bannis pas le plastique, je suis pas l'ayatollah du plastique. Je préfère utiliser le plastique à bon escient parce qu'il y a vraiment une problématique d'hygiène. Je prends par exemple la santé. Dans la santé, vous avez des problèmes d'hygiène où à date d'aujourd'hui, on utilise le plastique et c'est bien d'utiliser le plastique même s'il est jetable parce qu'il est utilisé à bon escient. Moi, ce que je voudrais d'abord, c'est commencer par le plus facile, c'est éliminer le plastique là où on peut l'éliminer facilement. Je dirais sans investissement fort. Et c'est une question de logique. Donc attaquons-nous plutôt à ce qui est facile et ce qui est devant nous, plutôt que se dire il y a des choses, je sais pas comment je vais faire, et oui, peut-être que pendant 10 ans on aura encore du plastique. Moi je suis plutôt dans cet esprit-là. Alors je sais qu'il y a des législations, je sais qu'ils sont poussés. Peut-être qu'une première solution ce sera de changer les matériaux, et après vous avez, je dirais, différentes sociétés qui œuvrent sur ce sujet-là. Vous avez énormément d'aides de l'Europe avec les plans de relance, avec les plans d'accélérateur, l'IEC qui subventionne énormément les sociétés qui travaillent sur les nouveaux modes de consommation, les nouveaux contenants. J'en sais quelque chose parce que je fais partie de ces programmes-là, et je peux vous dire qu'il y a énormément d'argent qui est déversé dans toutes les filières, et un jour ou l'autre ça paiera. Par contre, se dire d'un claquement de doigts, je supprime tous les plastiques sans effort, là faut pas rêver quoi. C'est vraiment un travail, et ça va être, je dirais, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans d'effort. Parce que, in fine, il y a un consommateur, il faut quand même aussi, on a quand même une mission, faire en sorte que tous les citoyens aient à manger à leur faim à un prix raisonnable. Philippe et Justine, pour compléter ce que vous dites, on vit une période très intéressante actuellement. Il y a pas mal de tests qui se font justement sur la réutilisation et sur la responsabilité des industriels. Et en particulier, il y en a un qui se fait sur la consigne qui s'appelle Loop, vous en avez peut-être entendu parler. Loop qui est piloté par TerraCycle, TerraCycle, le champion du recyclage, mais qui là pour le coup dit non, le recyclage n'est pas la solution. La solution c'est la réutilisation.
Donc regardons quels sont les déchets qui arrivent au top sur les plages des États-Unis. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Coca-Cola, on retrouve quelques grandes marques, Nestlé et autres. Et demandons à ces champions du packaging jetable de réinventer leur modèle et de voir s'ils peuvent rentrer dans le réutilisable. Et quand on est complètement transparent sur ce sujet-là, les industriels savent effectivement se réinventer. Et aujourd'hui, ces marques-là, elles vont dans le projet Loop et elles essayent. Alors effectivement, on n'en est qu'au début, on en est au balbutiement, mais elles essayent de faire des contenants réutilisables. Et là, pour le coup, dans toutes les matières, il y a du métal, il y a du plastique, il y a du verre. Avec aussi une idée d'essayer de garder une image de marque sur un packaging qui va évoluer dans le temps, la meilleure possible. Parce que vous pouvez imaginer qu'un packaging réutilisable, au bout d'un certain nombre d'utilisations, il est plus tout à fait neuf et parfois ça peut froisser les marques. Donc il y a des choses à repenser, il y a des choses qui se font, des expérimentations qui se font et qui sont vraiment passionnantes à suivre parce qu'on a besoin de cette révolution au passage pour garder juste 2,5 degrés en plus et pas aller au-delà. Et moi je voudrais rajouter qu'on parlait de business, je peux vous dire que là il y a des business à s'ouvrir, c'est monstrueux quoi. Et il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de startups qui travaillent sur ces solutions-là et ça va créer de l'économie qui va être différente, mais c'est pas on arrête une économie, on tue une économie, on recrée un business, on recrée une économie qui est autre et qui est différente. C'est la rupture. Je crois qu'on est très très près de 17h. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie infiniment pour votre participation et bon salon à vous. Merci, bon salon.